C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Nous parlerons finance à l'entame de cette édition pour le compte du troisième trimestre de cette année. Le bilan des fonds mobilisés a été dressé par l'Office togolais des recettes. Que dit ce bilan? Les réponses vous seront données tout de suite. Dans le milieu scolaire, les responsables pédagogiques et les enseignants sont maintenant appuyés en ce qui concerne l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication. Pour vous, nous irons plus en détail dans un instant. À l'international, nous irons au Sénégal pour nous intéresser aux réactions qu'a suscité le jugement de la Cour suprême le vendredi par rapport au cas Ousmane Sonko. Et puis en RDC, à côté de la pré-campagne qui se déroulait depuis un moment, a démarré ce dimanche la campagne officielle. Nous reviendrons sur l'atmosphère dans laquelle évoluent les préparatifs de chaque côté. Restez donc avec nous pour le développement. Rebonsoir à tous. L'Office togolais des recettes a dressé le bilan des fonds mobilisés à la fin du troisième trimestre de l'année. Selon le rapport d'exécution du budget de l'État exercice 2023, situation à fin septembre, les recettes collectées sont en hausse de 12,78% comparé à la même période de l'année dernière. Les précisions dans ce reportage. Nouvelle performance fiscale de l'Office togolais des recettes à la fin du troisième trimestre de l'année en cours. La Direction générale du budget et des finances a indiqué une collecte des taxes et impôts pour une valeur totale de 729 milliards de francs CFA à fin septembre 2023. Une mobilisation qui représente un taux de réalisation de 79,97% en rapport avec une prévision initiale de 912 milliards de francs CFA. Dans les détails, les recettes liquides mobilisées par l'Office sont estimées à 590 milliards, alors que celles non liquides se chiffrent seulement à 139 milliards de francs CFA. À quoi doit-on cette nouvelle performance haussière de 12,78% comparativement au troisième trimestre de l'année 2022, dont la collecte se chiffrait à 647 milliards de francs CFA? L'administration fiscale s'en tient à l'augmentation du chiffre d'affaires taxable à la TVA qui est passé à 8,2% et celle des importations en valeur qui a atteint les 12,8% par rapport à le niveau à fin septembre 2022. Aussi, la réorganisation spatiale des services des impôts avec la création des bureaux des opérations fiscales dans chaque commune du Grand Lomé et dans chaque préfecture de l'intérieur du pays ont contribué à cette tendance haussière. Par ailleurs, l'impact de l'exploitation des données du recensement fiscal effectué sur toute l'étendue du territoire national en 2022 et le renforcement des codes de spécification tarifaire pour un meilleur contrôle de la valeur en douane des marchandises n'est pas négligeable. L'accueil réservé dans les différentes institutions publiques ou privées à la population togolaise a souvent été sujet controversé. Nous avons été sur le terrain pour recueillir l'avis de certains citoyens quant à l'accueil dans les centres de santé à Lomé. Nous vous proposons le compte rendu de Jessica Allo et d'Ange Sénat. L'accueil dans les hôpitaux est un élément crucial pour assurer une expérience de soins positive et rassurante pour les patients. Cependant, il arrive parfois que les patients se retrouvent confrontés à de mauvais accueils, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur bien-être et leur perception des soins médicaux. Selon certains patients, ce traitement serait dû des fois à leur niveau ou situation sociale. Nous sommes mal accueillis dans nos hôpitaux, surtout quand vous avez très peu de moyens et que l'achat des traitements pose problème. Pourtant, ils s'occupent bien des personnes aisées. Nous aimerions qu'ils aient la décence de nous offrir également les traitements qu'il faut avec le peu de moyens dont nous disposons. Une fois guéris, nous payerons. Dans certains hôpitaux, nous souffrons. Le personnel ne nous accueille pas bien du tout. Pourtant, dans d'autres centres de santé, ce n'est pas ainsi.
on nous traite très bien. On met à notre disposition des télés pour aider le malade à se divertir. Certains nous parlent mal et d'autres reconnaissent leurs torts et s'excusent. Mais d'autres nous crient littéralement dessus. Peu importe la maladie, quand tu te rends dans les hôpitaux, on te soigne bien. Mais s'ils ne sont pas en mesure, ils te dirigent vers un autre centre capable de t'aider efficacement. Et quand nous nous y rendons, nous sommes bien accueillis. Les endroits où je me rends, je suis bien traitée. Quand j'étais enceinte, les médecins vers lesquels je m'étais tournée m'ont bien accueillie, conseillée et traitée. Même lors de mon accouchement, il n'y a eu aucun problème. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre les contraintes organisationnelles et les besoins des patients. Des mesures peuvent être prises pour améliorer l'accueil dans les hôpitaux, telles que la formation du personnel sur la communication et l'empathie. C'est l'une des raisons de la nouvelle tournée du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, SYNFO. Au cours de cette tournée, ils sensibilisent médecins et soignants contre les mauvaises pratiques et les mauvais accueils dans les formations sanitaires. On se tourne à présent vers l'éducation, en pas de plus vers la digitalisation de l'apprentissage en milieu scolaire. Les enseignants et les responsables pédagogiques ont vu leurs compétences renforcées dans l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication. Et c'était à l'occasion de l'atelier initié par l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture, ICESCO. Suivons ensemble ce reportage. Il est de Promise Komebe. Les outils et ressources technologiques assurent l'accès de tous à une éducation de qualité sur pied d'égalité. L'intégration des technologies de l'information et de la communication TIC dans l'éducation contribue à résoudre le problème de l'inadéquation des programmes d'enseignement avec les réalités du terrain, un frein pour l'insertion professionnelle des jeunes. Les actions se multiplient au Togo dans la perspective d'améliorer le système éducatif. Ainsi, à l'orée de cette rentrée scolaire, les autorités de tutelle ont mis à la disposition des acteurs de l'éducation les tablettes numériques, soutenant ainsi le démarrage de la phase expérimentale du projet de digitalisation de l'apprentissage en milieu scolaire. L'idée est d'améliorer le suivi pédagogique et la formation des élèves professeurs et achever les réformes en cours visant à doter le secteur éducatif du matériel numérique nécessaire à la digitalisation. En vue d'intégrer efficacement les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation, facilitant ainsi une éducation efficace, équitable et inclusive, l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture, ICESCO, appuie les efforts de ses États membres dans le Togo. L'objectif est de renforcer les compétences des enseignants et des responsables pédagogiques dans l'utilisation efficace des TIC, notamment la maîtrise des outils technologiques, la conception de cours interactifs, l'utilisation des ressources éducatives en ligne et bien d'autres. Récemment, les acteurs du secteur ont procédé à la validation de la stratégie de production, d'intégration et de diffusion des ressources éducatives libres dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ressources éducatives libres piloté par l'UNESCO. Nous poursuivons avec la santé. Dans le reportage qui suit, nous évoquons un problème de santé auquel sont généralement confrontées les femmes. Il s'agit du diabète gestationnel. Comment se manifeste-t-il? Quelles en sont les causes éventuelles, mais également les potentielles pistes pour un traitement efficace? On écoute les précisions recueillies par Claire Gagnon. Troubles de la tolérance au sucre avec une augmentation de la glycémie apparaissant au cours de la grossesse et diagnostiqués pour la première fois au cours de la même période, le diabète gestationnel complique environ 2 à 7% des grossesses. Plusieurs éléments sont susceptibles d'accroître le risque d'apparition de ce diabète chez la femme enceinte selon les experts. Les femmes qui sont à risque de développer le diabète gestationnel sont souvent des femmes âgées de plus de 35 ans, qui sont en surpoids, qui ont un antécédent de diabète dans la famille ou également qui ont déjà eu une grossesse où le poids du bébé est supérieur à 4 kg. Certaines ont présenté des cas de mort du fœtus dans l'utérus sans qu'une cause soit déterminée.
Donc ce sont des facteurs qu'on retrouve le plus souvent chez des femmes présentant le diabète gestationnel. Parlons de son impact. Le diabète gestationnel peut entraîner le décollement du placenta, l'accouchement prématuré, la prééclampsie, l'hypertension et le diabète de type 2 chez la mère. Pour le bébé, cela peut conduire à des problèmes de croissance, des difficultés respiratoires à la naissance, un risque accru d'obésité et de diabète ultérieur entre autres. Revenons à son traitement. Une option médicamenteuse peut être choisie. Il faut savoir qu'il existe plusieurs options thérapeutiques. Un dépistage précoce va permettre de faire rapidement le traitement. Donc, pour le traitement, c'est surtout l'insulinothérapie. Lorsque le diagnostic est confirmé, il faut aller à l'insulinothérapie, puisque les antidiabétiques par voie orale, c'est-à-dire les comprimés, sont contre-indiqués, peuvent être responsables de malformations chez les fœtus. Donc, c'est l'insuline surtout. Donc, avant d'arriver à l'insuline, il faut savoir quand même qu'il y a les mesures alimentaires, telles que éliminer les grignotages et également avoir une alimentation équilibrée. En outre, une alimentation équilibrée pour la femme enceinte et une activité physique adaptée au stade de la grossesse peuvent être de meilleurs remèdes à cette pathologie. Par ailleurs, il est important de souligner que pour une prise en charge optimale, le dépistage demeure la voie à privilégier. Doubler la nationale numéro 1 et construire une liaison ferroviaire partant de Lomé à Sine-Kassé. C'est ce qu'envisage le pays pour le moment quant à l'amélioration de son réseau routier. Lors de sa récente participation à l'Africa Investment Forum à Marrakech, il a obtenu un soutien financier de la Banque africaine de développement et de ses partenaires. Claire Gagnon s'est intéressée à la nouvelle et elle nous propose d'amples précisions. On les découvre. Le Togo a entrepris une modernisation significative de son secteur routier au cours des dernières années avec une politique engagée dans la construction et la réhabilitation de plusieurs routes. L'ambition de dédoubler la voie nationale numéro 1 se matérialise progressivement, soulignant l'importance de cette artère qui relie Lomé à Dapaon. Cette modernisation revêt d'une importance capitale dans l'effort global de développement des infrastructures routières au Togo, s'inscrivant dans une vision plus vaste visant à améliorer l'accessibilité et la connectivité à travers le pays. La semaine dernière, lors de sa participation à l'Africa Investment Forum à Marrakech, le Togo a obtenu l'engagement de la Banque africaine de développement et de ses partenaires pour les projets de dédoublement de l'autoroute de l'unité, route nationale numéro 1 et de construction du chemin de fer reliant Lomé à Sine-Kassé. Le dédoublement de la route nationale numéro 1 consiste à construire une deuxième voie parallèle à la route existante, ce qui permettra d'augmenter la capacité de transport et de réduire la congestion. Cela devrait faciliter le transport des personnes et des marchandises, renforcer le commerce et contribuer à l'essor économique du Togo. Ces initiatives, lorsqu'elles seront réalisées, joueront un rôle crucial dans le renforcement de la position du pays en tant que centre logistique stratégique et corridor favorisant le développement économique. L'intelligence artificielle émerge comme un moteur de transformation en Afrique avec des exemples bien concrets, mais des défis subsistent, notamment le manque de moyens, de formation ou encore des infrastructures. Quelle alternative pour le continent? On écoute cette analyse d'Harold Mintin-Ato. L'intelligence artificielle, IA, devient un moteur de transformation en Afrique, ouvrant la porte à l'innovation dans divers secteurs. Par exemple, un entrepreneur togolais proposait en août dernier de révolutionner l'agriculture avec une solution de précision utilisant des drones pour optimiser l'utilisation des pesticides. Cependant, des défis subsistent. En effet, les agriculteurs traditionnels manquent de moyens et de formation. Une étude approfondie et des tests sur le terrain sont essentiels pour garantir une adoption réussie. Au Togo, la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale Sina Lawson, présente en septembre dernier à New York au panel sur l'intelligence artificielle organisé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, souligne que l'intelligence artificielle offre des opportunités, surtout post-Covid. De plus, le câble Equiano actif dans le pays améliore la connectivité. Selon l'Agence nationale de la cybersécurité, la diaspora informatique togolaise, forte de 38 000 professionnels,
contribue au secteur numérique à l'étranger et dans le pays. L'IA peut transformer divers secteurs de la santé à l'éducation, avec une Afrique bien positionnée grâce à sa jeunesse, sa pénétration des smartphones et sa soif de connaissances scientifiques. Cependant, des obstacles persistent, tels que l'infrastructure limitée et la pénurie de compétences dans le domaine. Des cadres réglementaires et éthiques sont nécessaires pour garantir la protection des données. Les opportunités économiques sont diverses, allant de la création d'emplois à la transformation des industries, avec un impact social significatif en améliorant l'éducation et l'inclusion. En conclusion, l'intelligence artificielle offre des opportunités pour l'Afrique, mais ces dernières nécessitent des investissements dans les compétences, les infrastructures et l'éthique. Une collaboration entre gouvernements, secteur privé et société civile est essentielle pour une adoption réussie. Nous partons pour le Sénégal. L'annulation de la participation de l'opposant Ousmane Sonko à la présidentielle ce vendredi n'a pas reçu l'assentiment de tous. D'un côté, il y en a qui sont catégoriquement contre et de l'autre, ceux qui soutiennent le fait de laisser les juges faire le travail. Suivez les précisions sur le sujet et quelques avis dans ce qui suit. À Dakar, les Sénégalais ont suivi de près chaque épisode du bras de fer entre le gouvernement de Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko. Les avis sont partagés après la décision de la Cour suprême de casser un jugement permettant à Sonko de rester dans la course à la présidentielle de février 2024. Ousmane Sonko doit participer aux élections. Il doit être autorisé à participer. De quoi ont-ils peur de l'autre côté? L'élection doit être transparente et tout le monde doit y participer. C'est ce que je demande au président Macky Sall. Sinon, cela va leur coûter cher. Le mois dernier, le tribunal de Ziguinchor avait annulé la radiation de Sonko des listes électorales, rendant possible sa candidature à la présidentielle. Mais la Cour suprême a cassé ce jugement, empêchant l'opposant de se présenter. Même si la candidature de Sonko est légitime aux yeux de certains, d'autres comme Mamadou estiment en revanche qu'il faut faire confiance aux juges. Il faut qu'on fasse confiance aux juges. Nous ne sommes pas des juges, c'est à eux de trancher. Et on doit suivre leurs décisions. Mais tout doit se faire dans le respect de l'intérêt général. Alors que l'obtention des parrainages pour prétendre à la présidentielle doit se dérouler avant le dépôt des candidatures, prévu du 11 au 26 décembre, la Cour suprême n'a pas fixé de délai au prochain jugement concernant cette affaire, réduisant d'autant plus les chances de Sonko de pouvoir participer. En République démocratique du Congo, ce dimanche, à un mois des élections qui se préparent, les campagnes ont officiellement démarré. Comment et dans quelle atmosphère évoluent les choses? Retrouvez les éléments de réponse dans ce reportage. Des dizaines de milliers de candidats, dont 26 pour la présidence, se lancent officiellement dimanche dans une campagne électorale d'1 mois en République démocratique du Congo, dans un climat politique tendu et sur fond de conflits armés dans l'est de cet immense pays. Si le top départ de la campagne a officiellement été donné ce dimanche 19 novembre, Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat, a de son côté multiplié les actions de communication pour vanter son bilan. Mais la campagne va s'intensifier avec de grandes réunions populaires, des passages dans les médias, des affiches et flyers. Félix Tshisekedi lui-même voit les choses en grand dès le premier jour, avec un meeting au stade des Martyrs à Kinshasa, pendant qu'un de ses principaux challengers, Martin Fayoulou, va haranguer les foules dans une province voisine. Le 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur une centaine de millions d'habitants sont appelés à élire leur président, mais aussi à choisir parmi 25 832 candidats aux législatives, 44 110 candidats aux élections provinciales et 31 234 aux municipales. Un record, souligne la commission électorale, se disant déterminée à organiser les élections en temps et en heure en dépit des difficultés logistiques dans un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés aux infrastructures très limitées. On en parlait hier, le principal opposant de George Weah, Joseph Boakai, est sorti gagnant du second tour des élections présidentielles, devenant ainsi l'actuel numéro 1 du Libéria. Découvrez un peu plus sur Joseph Nyuma Boakai, l'actuel élu du peuple.
Joseph Nyouma Boakai, vétéran de la vie politique libérienne, est parvenu à s'imposer face au président sortant et légende du football George Weah. À 78 ans, Boakai est le nouveau président du Libéria. Il a promis de former un gouvernement inclusif dans un pays qui a été marqué par plusieurs décennies de guerre civile. Comme George Weah, Joseph Boakai est issu de la population autochtone et non de l'élite américano-libérienne descendante d'esclaves affranchis qui a longtemps dominé le pays. Il se décrit comme un homme ordinaire qui s'est extrait d'une condition modeste par le mérite et le travail. Originaire d'un village reculé de la province de Lofa, frontalière de la Guinée et de la Sierra Leone, est souvent présenté comme le grenier à blé du pays. Il a été ministre de l'Agriculture de 1983 à 1985 sous Samuel Doe. Marié et père de 4 enfants, ce ténor de la politique libérienne accède enfin à la fonction suprême. Boakai va pouvoir mettre à l'œuvre son plan de sauvetage national. Il promet d'améliorer les infrastructures, d'investir dans l'agriculture, d'attirer les investisseurs, d'ouvrir le Libéria au tourisme et redorer le blason du pays. Mais Joseph Boakai s'est aussi allié avec des barons locaux, comme l'ancien chef de guerre Prince Johnson, accusé d'avoir commis des massacres sur ses compatriotes durant la guerre civile de 1989 à 1997. Ses opposants estiment que son âge avancé est un handicap et affirment qu'il est déconnecté des jeunes générations dans un pays où 60% de la population a moins de 25 ans. Nous restons toujours au Libéria. Après donc cette victoire du leader de l'opposition, la population s'est réjouie. Les habitants du pays saluent cette victoire et au même moment, ils apprécient le fait que George Weah, le président sortant, ait reconnu sa défaite et le climat de paix dans lequel se sont déroulées les élections. Quelques-uns se sont prononcés. Nous vous proposons de les écouter. Les Libériens se réjouissent de la défaite du président sortant et légende du football George Weah face au leader de l'opposition Joseph Boakai à l'issue d'un second tour serré de la présidentielle. Il s'agit de la deuxième passation de pouvoir pacifique d'un gouvernement démocratiquement élu à un autre en l'espace de 2 décennies. Je suis très heureuse que le président ait accepté sa défaite parce qu'il savait très bien qu'il n'avait jamais été bon. Maintenant, il veut prouver aux Libériens qu'il les aime en l'acceptant, puisque sans cette reconnaissance, nous retournerions à la guerre et nous ne voulons pas y retourner. Je sais que par la grâce de Dieu, il travaillera très dur pour apporter un changement au Libéria, parce qu'il l'a dit. Il veut mettre le Libéria en évidence sur la carte du monde. Il veut mettre le Libéria au premier plan. Il veut faire ce qui est juste pour ce pays, contrairement à tout ce qui s'est passé et qui n'était pas juste. Les observateurs de l'Union européenne, de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ainsi que les États-Unis ont salué la victoire de Joseph Boakai ainsi que l'acceptation pacifique des résultats par le président sortant George Weah. Des dizaines de partisans de Boakai ont célébré les résultats en dansant devant l'un des bureaux de son parti dans le quartier de Fiama, à Monrovia. Et puis au Tchad, pour le moment, c'est mal barré pour l'opposant Succès Masra de retour de l'exil après l'incident du 20 octobre 2022. Ce dernier se retrouve rejeté par l'opposition tchadienne qui remet en cause l'accord de principe facilité par le président congolais Félix Tshisekedi qui a favorisé son retour. Suivez les explications. Succès Masra, l'un des principaux opposants tchadiens, est rentré au pays le 3 novembre après 1 an d'exil consécutif à la répression sanglante d'une manifestation à laquelle il avait appelé. Le 31 octobre, un accord de principe avait été signé entre le gouvernement tchadien, le président du parti Les Transformateurs et Masra Succès, permettant le retour de ce dernier. Ses partisans espèrent que cette initiative favorisera la réconciliation nationale. Mais nous, les militants de ce parti, nous ne pouvons que remercier le président d'avoir signé cet accord. C'est pour réconcilier les peuples tchadiens. Comme le président lui-même l'a dit, qu'il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps
pour se réconcilier. Au Tchad, les partis d'opposition dénoncent cet accord et récusent le président congolais Félix Tshisekedi, facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Principale pomme de discorde, l'amnistie générale des auteurs de la répression meurtrière du 20 octobre 2022 qui avait fait 128 morts. Si la partie gouvernementale qui a contribué directement ou indirectement en créant ces massacres sur nos jeunes, si les auteurs sont reconnus coupables, qui répondent. Le politologue Évariste Ngarlem Toldé estime que le compromis de l'amnistie trouvé entre le pouvoir de transition et les transformateurs ne peut empêcher les poursuites internationales. On peut estimer que c'est un accord qui n'engage que le président des transformateurs et le gouvernement, mais qui n'absout pas le gouvernement de certaines obligations, notamment demain peut-être que les militaires tchadiens répondront de certains de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Succès Masra a prévu ce dimanche un meeting avec ses militants, le tout premier depuis son retour au pays. Voilà, et c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous et bon début de week-end par anticipation.